Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu as retrouvé ton vieux sac de voyage finalement? Oui, il était caché derrière le grand vase en céramique dans le grenier. Ah oui, ce vase énorme que ta grand-mère t'a offert. Et ton sac, il est toujours aussi abîmé? Tu as vu la fissure dans le mur du salon? Oui, juste au-dessus de la table en bois. Je croyais que c'était une ombre au début. Moi aussi. Et pourtant, elle est bien réelle. Il va falloir appeler quelqu'un pour réparer ça. Regarde toutes ces feuilles jaunes par terre, c'est vraiment l'automne maintenant. Oui, et elles tombent de cet érable énorme devant la maison. Hier, j'en ai ramassé quelques-unes, et elles avaient des formes incroyables. Le chien a aboyé tout à coup, tu sais pourquoi? Oui, il avait vu un oiseau se poser juste devant la fenêtre. Ah. C'était ce petit rouge-gorge qu'on voit souvent le matin? Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol numéro 245 à destination de Berlin subira un retard d'environ 30 minutes, en raison d'un léger problème technique nécessitant une vérification de sécurité supplémentaire. Pendant ce temps, nous invitons chaleureusement les passagers de ce vol à se rendre au café principal de l'aéroport, situé près de la porte B6, où des boissons chaudes contenant de la caféine comme le café et le thé leur seront offertes gratuitement. Les autres boissons restent payantes. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions de votre compréhension. Mesdames et messieurs, un rappel important concernant les articles achetés aujourd'hui dans notre rayon chaussures. Toute paire de chaussures achetée peut être échangée aujourd'hui uniquement, à condition expresse que l'étiquette d'origine, celle attachée à la languette, n'ait pas été retirée. Si cette étiquette a été enlevée, aucun échange ni remboursement ne sera accepté, quelle que soit la situation. Cette politique est exceptionnelle et ne s'applique que pour la journée en cours. Merci de votre compréhension et bonne continuation dans votre shopping. Bonjour à toutes et à tous. Une offre spéciale vous attend aujourd'hui dans notre librairie. Les romans appartenant à la catégorie romantique, reconnaissables par une étiquette rose, bénéficient d'une réduction de 30% valable uniquement jusqu'à 13 heures. Après 7 heures, le tarif normal s'appliquera de nouveau. En parallèle, nos ouvrages scientifiques marqués par une étiquette bleue profitent d'un rabais encore plus important de 35%, valable toute la journée, sans restriction horaire. N'hésitez pas à demander à nos conseillers pour plus d'informations.
Votre attention s'il vous plaît. En raison d'un accident impliquant un véhicule ayant obstrué les voies près de la gare de Saint-Roch, le trafic ferroviaire sur la ligne initiale est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Deux options sont offertes aux voyageurs, vous pouvez emprunter un itinéraire de remplacement via la ligne secondaire, dont les détails sont disponibles à l'accueil, ou bien demander un remboursement partiel correspondant à 70% du montant total de votre billet. Cette mesure exceptionnelle vise à compenser l'inconfort causé. Merci de votre patience et de votre coopération. Chers candidats, nous vous informons qu'un total de 75 minutes s'est écoulé depuis le début de l'épreuve. Nous vous prions de poursuivre l'examen en silence et de rester concentrés. Dans 15 minutes, nous annoncerons officiellement le temps exact restant avant la fin de l'épreuve afin que vous puissiez mieux gérer les dernières minutes. Aucun rappel ne sera fait par la suite. Merci de ne pas poser de questions aux surveillants pendant ce temps. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour, ici le service des ressources humaines de la société Lantec. Nous vous appelons au sujet de votre entretien d'embauche initialement prévu aujourd'hui à 16 heures. En raison de modifications de dernière minute dans le planning de nos recruteurs, nous avons été obligés d'avancer votre rendez-vous à 13 heures. Nous sommes désolés pour ce changement soudain, mais il est important pour nous de respecter le calendrier des entretiens. Merci de bien vouloir nous confirmer dès que possible si cet horaire vous convient. Si vous avez un empêchement, nous pourrons envisager une autre solution, mais dans la mesure du possible, nous espérons que vous pourrez vous présenter plus tôt. Bonjour monsieur, ici le garage du bois, à propos de votre véhicule que vous nous aviez confié pour réparation. Nous vous informons que les travaux sont terminés et que votre voiture est maintenant prête à être récupérée. Toutefois, exceptionnellement aujourd'hui, notre établissement fermera ses portes à 16 heures au lieu de 18 heures en raison d'une réunion de l'équipe technique. Si vous ne pouvez pas venir avant la fermeture, ne vous inquiétez pas, vous pourrez venir demain matin dès l'ouverture, à partir de 8 heures. Merci de votre confiance et à très bientôt. Bonjour madame, ici l'infirmerie de l'école Sainte-Marie. Nous vous appelons car votre enfant a eu un petit accident ce matin pendant la récréation. Il est tombé en courant et ses jambes ont été plus fortement touchées. Il se plaint de douleurs en marchant. Heureusement, ses bras n'ont subi que quelques égratignures mineures. Nous avons pris les mesures de premier secours, mais une évaluation médicale serait plus rassurante. Pourriez-vous nous indiquer si votre assurance scolaire ou familiale couvre ce type d'intervention médicale, et si oui, jusqu'à quel montant? Cela nous permettrait de mieux orienter les soins et la suite des démarches. Bonjour, ici le service comptabilité du magasin Carrefour Laval. Nous vous contactons au sujet d'un achat que vous avez effectué chez nous il y a environ 3 semaines. Suite à une erreur dans l'actualisation de notre base de données, certains prix appliqués en caisse ne correspondent pas aux montants affichés en rayon pendant cette période. Pour régulariser la situation, nous devons vérifier les montants exacts et retracer les produits achetés. Est-ce que vous auriez toujours la facture de ces achats?
Cela nous aiderait énormément à corriger les écarts. Nous vous remercions pour votre collaboration. Bonjour monsieur, ici le service client de la gare centrale de Montréal. Nous souhaitons vous informer d'un changement important concernant votre train à destination de Québec, initialement prévu à 17 heures. Pour des raisons logistiques liées à la circulation sur les voies, le départ est avancé à 15 heures. Nous vous invitons à arriver à la gare au moins une demi-heure avant ce nouvel horaire pour faciliter l'embarquement. Merci de nous signaler dès que possible si ce changement est compatible avec votre emploi du temps, ou si vous préférez qu'on vous propose un train alternatif. Nous restons à votre disposition. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à la participation à des grèves syndicales en cas de baisse de salaire du personnel? A. Il est favorable à la participation à des grèves syndicales. B. Il est défavorable à la participation à des grèves syndicales. C. Il est favorable à la participation à des grèves syndicales sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. Personnellement, je pense que faire grève est un droit fondamental des travailleurs, surtout lorsqu'il s'agit d'une baisse injustifiée de salaire. C'est souvent le seul moyen de se faire entendre par la direction quand le dialogue social est rompu. Si on ne proteste pas, cela signifie qu'on accepte des conditions de travail de plus en plus dégradées. Je sais que cela peut déranger certaines personnes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des services publics, mais à un moment donné, il faut faire comprendre que les travailleurs ne sont pas des machines. Dans une situation où les salaires baissent sans explication claire, je participerai sans hésiter à une grève organisée par un syndicat. Personne B. Je comprends l'importance des mouvements syndicaux, mais je ne suis pas convaincu que faire grève soit toujours la meilleure solution. Cela peut entraîner des conséquences lourdes, notamment pour les usagers ou les clients, et parfois même aggraver la situation économique de l'entreprise. Avant d'en arriver là, je préfère qu'on explore toutes les possibilités de négociation. Si vraiment aucune solution n'est trouvée et que les salaires sont réduits de manière abusive, alors peut-être qu'une action collective serait justifiée, mais seulement en dernier recours. La grève ne doit pas être utilisée comme une arme automatique. Personne C. C'est une question très délicate. D'un côté, je comprends que les travailleurs aient besoin de se défendre face à des mesures qui les pénalisent, comme la baisse des salaires. D'un autre côté, participer à une grève a des conséquences non seulement sur l'économie, mais aussi sur les collègues non grévistes et les clients. Moi-même, je ne suis pas certain que j'y participerai. Tout dépend du contexte, de la gravité de la situation, et surtout de la façon dont la direction communique. Si c'est une mesure temporaire, justifiée par des raisons économiques claires, je pourrais comprendre. Mais s'il s'agit d'une mesure abusive, je soutiendrai la grève, sans forcément y participer moi-même. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous que les élections soient une solution adéquate pour désigner un président? A. Il est favorable aux élections pour désigner un président. B. Il est défavorable aux élections pour désigner un président. C. Il est favorable aux élections sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. Je reste profondément sceptique face à l'idée que des élections puissent réellement incarner la volonté collective. Trop souvent, elles deviennent un simple théâtre d'apparence, où l'accès au pouvoir est conditionné par la capacité de manipulation symbolique plutôt que par la compétence ou la vision à long terme.
De plus, la réduction de choix à quelques candidats présélectionnés par des structures de parti limite la véritable diversité d'opinion. Dans un monde où l'abstentionnisme bat des records et où la défiance envers les institutions est grandissante, je pense qu'il est temps d'imaginer d'autres formes de légitimation politique, plus inclusives, participatives et décentralisées. Personne, B. À mon sens, le processus électoral, tel qu'il est pratiqué dans la majorité des systèmes démocratiques contemporains, présente certes des imperfections notables, mais demeure le mécanisme le moins arbitraire pour conférer une légitimité populaire à un dirigeant. Certes, les dérives populistes, l'influence des lobbies économiques et les campagnes médiatiques biaisées posent de sérieuses questions quant à l'intégrité du processus. Néanmoins, ces critiques, aussi valides soient-elles, ne doivent pas occulter l'essence même de l'acte électoral, permettre aux citoyens de s'exprimer. En l'absence d'un système alternatif fonctionnel, transparent et équitable, il me paraît difficile d'écarter les élections comme méthode de désignation du chef d'État. Personne, C. Je ne dirais pas que les élections sont intrinsèquement mauvaises, mais il faut reconnaître leurs limites et leurs angles morts. Leur efficacité dépend largement du contexte institutionnel, culturel et éducatif dans lequel elles s'inscrivent. Dans certaines démocraties consolidées, les élections peuvent fonctionner relativement bien. En revanche, dans des pays où les contre-pouvoirs sont faibles et l'éducation civique lacunaire, elles peuvent se transformer en outils de manipulation de masse. Pour moi, ce n'est pas tant la méthode électorale qu'il faut remettre en question, mais plutôt les conditions dans lesquelles elle est appliquée. Il faut envisager des réformes profondes avant de juger de sa pertinence globale. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite un intérêt croissant parmi les urbanistes et les économistes, l'influence des activités de construction urbaine sur l'engagement des citoyens dans les projets d'investissement immobilier. Selon un rapport publié par l'Institut de développement métropolitain, les grands chantiers urbains, lorsqu'ils sont mal planifiés ou perçus comme inesthétiques ou envahissants, peuvent générer une forme de réticence psychologique chez les habitants, qui se traduirait par une baisse de confiance envers les projets futurs. En revanche, des projets bien intégrés dans le tissu urbain, dotés d'une dimension écologique et d'une transparence dans leur gestion, tendent à encourager l'intérêt des investisseurs particuliers. Il est également souligné que l'accumulation excessive de chantiers dans une même zone peut provoquer une saturation du marché et dissuader les citoyens de s'engager, non pas par manque d'intérêt, mais par crainte d'instabilité ou de surévaluation. Toutefois, cette tendance varie selon les régions. Dans les métropoles dynamiques, certaines formes de densification urbaine sont perçues comme des opportunités. En conclusion, la relation entre construction urbaine et investissement citoyen est complexe, fortement influencée par la perception sociale de la qualité urbaine, la clarté des politiques publiques et la capacité des citoyens à se projeter dans leur environnement futur. Bienvenue à notre chronique culturelle. Aujourd'hui, nous examinons le rôle pivot joué par les maisons d'édition dans la transformation du marché du livre au cours des 20 dernières années. Avec l'avènement du numérique et la démocratisation des plateformes d'auto-édition, les éditeurs traditionnels ont dû redéfinir leur valeur ajoutée. Tandis que certains ont vu une diminution de leur part de marché, d'autres ont réussi à renforcer leur influence en misant sur la qualité éditoriale, la diffusion ciblée et la création de collections thématiques. Les statistiques montrent que, malgré une baisse globale des ventes de livres imprimés dans la décennie 2000 à 2010, une stabilisation relative a été observée entre 2011 et 2020 grâce à une adaptation progressive des maisons d'édition aux nouvelles habitudes de consommation. Le marketing littéraire personnalisé,
l'exploitation des réseaux sociaux et les partenariats avec des influenceurs du domaine culturel ont aussi contribué à redynamiser les ventes dans certains segments, notamment la jeunesse et les romans graphiques. Il faut néanmoins noter que cette évolution n'a pas profité à toutes les maisons d'édition de la même manière. Les petites structures indépendantes, souvent limitées en moyens, ont vu leur visibilité réduite au profit de groupes plus puissants, concentrant l'essentiel des ventes. Ainsi, si le rôle des éditeurs s'est transformé, leur capacité à influencer la vente de livres reste encore significative, bien que très variable selon leur taille, leur stratégie et leur capacité d'innovation. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Docteur Martin, beaucoup de gens se demandent jusqu'à quel point nos performances intellectuelles et physiques sont influencées par nos gènes. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet complexe ? Bien sûr. Les recherches récentes en génomique ont montré que l'ADN joue un rôle fondamental dans le développement des aptitudes cognitives et physiques. Certains gènes, comme ceux liés à la transmission synaptique ou à la plasticité neuronale, influencent la mémoire, la capacité de raisonnement ou encore la rapidité d'apprentissage. Du côté physique, des gènes comme ACTN3 sont associés à la force musculaire, à l'endurance ou à la récupération après l'effort. Toutefois, l'expression génétique est également modulée par des facteurs épigénétiques, l'environnement, le stress, l'alimentation et le sommeil peuvent activer ou désactiver certains gènes. Il ne faut donc pas voir la génétique comme une fatalité, mais comme un potentiel modulable. Et quelles sont les limites de cette influence génétique ? Peut-on vraiment prédire les performances d'un individu dès la naissance ? La prédiction exacte des capacités individuelles reste difficile. Si la génétique détermine une prédisposition, elle ne garantit en aucun cas la concrétisation de cette potentialité. Par exemple, un enfant avec une forte capacité génétique en mathématiques pourrait ne jamais l'exprimer sans un environnement stimulant. De plus, les interactions complexes entre plusieurs gènes, on parle de polygénisme, rendent les prédictions très imprécises. Enfin, l'influence du facteur socio-éducatif et de la motivation personnelle est cruciale. Ainsi, la génétique constitue une base, mais la réalisation des capacités dépend largement du contexte et des choix de vie. Docteur Lefebvre, on entend souvent que le changement climatique affecte nos écosystèmes, mais qu'en est-il de l'impact des gaz à effet de serre sur les aliments que nous consommons ? C'est une question très pertinente. L'augmentation des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et le méthane, perturbe non seulement les cycles agricoles, mais modifie aussi la composition nutritionnelle des produits. Des études ont démontré que des concentrations accrues de CO dans l'atmosphère réduisent la teneur en zinc, fer et protéines dans les céréales. Par ailleurs, le réchauffement climatique augmente la prolifération des agents pathogènes et des moisissures sur les cultures, ce qui accroît la présence de mycotoxines, des substances cancérigènes. Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans les régions tropicales, où l'humidité combinée à la chaleur favorise ces contaminations. Et existe-t-il des mécanismes de régulation ou de protection pour limiter ces effets ? Oui, plusieurs stratégies sont mises en place à l'échelle internationale. D'abord, les réglementations phytosanitaires ont été renforcées afin de contrôler les seuils de résidus toxiques dans les aliments. Ensuite, des technologies agricoles dites et climato-résilientes sont développées, cultures transgéniques résistantes au stress abiotique, techniques d'agriculture de précision ou encore biosurveillance en temps réel. Malgré cela, l'impact global demeure préoccupant, car ces solutions ne sont pas encore accessibles partout, notamment dans les pays en développement, qui subissent de manière disproportionnée les effets du réchauffement.
Monsieur Dupuis, on remarque que les utilisateurs de smartphones se plaignent souvent après une mise à jour logicielle. Cela peut-il vraiment affecter la performance de l'écran ou des applications installées? Effectivement, les mises à jour peuvent avoir un impact perceptible, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Concernant la qualité d'affichage, certaines mises à jour modifient les paramètres de calibration des couleurs, de contraste dynamique ou de gestion de la luminosité adaptative. Cela peut créer une impression de baisse de qualité, alors qu'il s'agit parfois d'une optimisation pour économiser de l'énergie. Du côté des applications, les mises à jour du système peuvent provoquer des incompatibilités temporaires avec certains logiciels tiers, en raison de changements dans les API ou les bibliothèques système. Cela affecte la fluidité, le taux de rafraîchissement ou même la stabilité des applications installées, surtout si celles-ci ne sont pas elles-mêmes mises à jour. Et pourquoi ces effets semblent-ils plus marqués sur les anciens appareils? C'est principalement lié à l'obsolescence matérielle. Lorsqu'un système d'exploitation devient plus lourd ou introduit des animations plus complexes, les anciens processeurs graphiques ou les écrans à fréquence limitée ne parviennent plus à offrir une expérience fluide. Par ailleurs, certains constructeurs adoptent volontairement une stratégie de dégradation progressive pour inciter à l'achat d'un nouveau modèle et un phénomène appelé obsolescence programmée. Toutefois, cela reste controversé, et plusieurs fabricants ont été obligés de proposer des options pour revenir à d'anciennes versions ou désactiver certaines fonctionnalités. Dr Nguyen, avec l'augmentation des rayonnements UV dus au changement climatique, l'usage des crèmes solaires devient de plus en plus recommandé. Quels sont réellement leurs effets protecteurs sur la peau? Les crèmes solaires jouent un rôle essentiel dans la prévention des dommages cutanés liés aux rayons ultraviolets. Elles contiennent des filtres UV, chimiques ou minéraux, qui absorbent ou réfléchissent les rayons UVA et UVB. Les UVA pénètrent profondément dans le derme, favorisant le vieillissement prématuré, tandis que les UVB sont responsables des coups de soleil et de mutations cellulaires pouvant conduire à des cancers de la peau, comme le mélanome. Une protection régulière et adaptée permet de réduire significativement l'apparition d'altérations de l'ADN cellulaire, de kératose actinique et d'hyperpigmentation. Il est important d'utiliser une crème à large spectre et de la renouveler toutes les 2 heures. Mais certains disent que ces produits peuvent être eux-mêmes nocifs, est-ce vrai? C'est une inquiétude légitime. Certains filtres chimiques comme l'oxybenzone ou l'octinoxate sont suspectés de perturber le système endocrinien et d'avoir un impact écologique sur les récifs coralliens. Pour cette raison, de nombreuses marques proposent aujourd'hui des crèmes dites Reef Safe, sans nanoparticules et sans perturbateurs hormonaux. Il est aussi conseillé de privilégier les formules hypoallergéniques et testées dermatologiquement. Mais dans tous les cas, les bénéfices d'une bonne protection solaire dépassent largement les risques potentiels, surtout si le produit est choisi avec soin. Documents divers. Durant le premier trimestre de la grossesse, l'exposition à la nicotine peut induire une série de perturbations physiopathologiques affectant le développement embryonnaire. Des études ont démontré que la nicotine traverse aisément la barrière placentaire, modifiant la structure vasculaire du placenta et réduisant l'apport en oxygène et en nutriments essentiels. Cette hypoxie fœtale chronique peut entraîner des anomalies dans le développement du système nerveux central, ainsi que des troubles cardiaques congénitaux. En outre, l'effet vasoconstricteur de la nicotine contribue à une diminution du flux sanguin utéroplacentaire, exacerbant les risques de retard de croissance intra-utérin. À long terme,
ces altérations peuvent affecter la cognition, le comportement, voire la régulation hormonale postnatale. L'ergonomie appliquée à l'environnement de travail consiste à concevoir des espaces et des postures permettant d'optimiser le confort, la sécurité et l'efficacité des employés. Une mauvaise posture prolongée peut induire des troubles musculo-squelettiques chroniques, tels que les lombalgies, les cervicalgies ou les tendinites. À l'inverse, l'adoption de sièges ajustables, de bureaux à hauteur modulable et d'écrans placés à un angle visuel adéquat, améliore non seulement le confort physique, mais stimule également les fonctions cognitives. Une ergonomie adaptée favorise une meilleure oxygénation cérébrale et réduit le taux d'absentéisme, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle globale. La greffe est une technique horticole ancienne consistant à unir deux tissus végétaux pour qu'ils poursuivent leur croissance ensemble. Parmi les formes les plus complexes figure la greffe interspécifique, où deux espèces différentes, souvent appartenant au même genre botanique, sont fusionnées. Par exemple, un poirier peut être greffé sur un cognacier afin de bénéficier de sa résistance aux maladies racinaires. Toutefois, la compatibilité biologique est cruciale. Une greffe mal ajustée peut entraîner un rejet tissulaire ou une nécrose localisée au point d'union. De plus, la greffe influence le cycle de floraison, la fructification, ainsi que les caractéristiques organoleptiques du fruit. Dans les environnements professionnels modernes, l'interconnexion des ordinateurs via des réseaux locaux, LAN, ou étendus, WAN, est essentielle pour la fluidité des échanges de données. Le choix du protocole de communication, TCP/IP, Ethernet, ou encore Fibre Channel dépend des besoins spécifiques en matière de débit, de latence et de sécurité. Les connexions filaires, câbles RJ45 ou fibre optique, sont privilégiées pour leur fiabilité, tandis que les réseaux Wi-Fi offrent une flexibilité logistique, bien qu'ils soient plus vulnérables aux cyberattaques. La configuration du réseau repose également sur l'utilisation de serveurs centralisés, de commutateurs intelligents, et de pare-feu pour optimiser la circulation de l'information et prévenir les intrusions. Contrairement aux idées reçues, les personnes introverties ne sont pas systématiquement associées à une vision pessimiste du monde. Au contraire, de nombreuses études en psychologie positive révèlent que les individus à tendance introspective développent souvent une forme de résilience intérieure, nourrie par la réflexion, la régulation émotionnelle et l'auto-analyse. Cette stabilité émotionnelle peut favoriser une forme d'optimisme discret, fondée sur des attentes réalistes et une anticipation raisonnée des événements. Les introvertis ont également tendance à construire des réseaux sociaux restreints mais solides, ce qui renforce leur sentiment de sécurité affective. Les moussons sont des vents saisonniers provoqués par les variations thermiques entre les masses continentales et les océans. En Asie du Sud-Est, la mousson d'été, par exemple, transporte d'énormes quantités d'humidité depuis l'océan Indien vers les terres, entraînant des précipitations intenses. Ces pluies soutiennent les systèmes agricoles locaux mais peuvent également générer des inondations dévastatrices. La mousson d'hiver, en revanche, est plus sèche. Le changement climatique modifie actuellement la fréquence, l'intensité et la répartition géographique des moussons, ce qui entraîne une instabilité croissante dans les cycles hydriques, affectant l'approvisionnement en eau potable et la sécurité alimentaire.
La structuration d'un ouvrage scientifique repose sur des principes de logique argumentative et de hiérarchisation de l'information. L'auteur choisit entre une organisation chronologique, thématique ou méthodologique en fonction de la nature du contenu. L'approche chronologique permet d'exposer une évolution historique des faits, tandis que la structure thématique favorise l'analyse comparative entre concepts. Quant à l'approche méthodologique, elle s'applique notamment aux publications expérimentales où les chapitres suivent les étapes du protocole scientifique. Une bonne structuration facilite la navigation cognitive du lecteur, renforce la clarté de l'argumentation et améliore la rigueur académique de l'ouvrage. La pratique régulière de la musculation influence considérablement l'équilibre hormonal du corps humain. Des séances de résistance intense stimulent la sécrétion de testostérone, d'hormones de croissance, EGH, ainsi que d'endorphines, contribuant à l'augmentation de la masse musculaire, à la réduction du stress et à une amélioration générale du métabolisme. Toutefois, une surcharge chronique ou un entraînement inadapté peut entraîner un déséquilibre endocrinien, notamment en affectant le taux de cortisol, ce qui peut freiner les gains musculaires ou provoquer des troubles du sommeil. Le type d'exercice, la fréquence des entraînements et la qualité de la récupération jouent un rôle déterminant dans l'optimisation hormonale liée à la musculation. Le marché des sacs connaît une diversification croissante en fonction des usages, des matériaux et des innovations ergonomiques. On distingue notamment les sacs à dos, les sacs à main, les sacs messagers et les sacs de voyage. Chacun répond à des besoins spécifiques: portabilité, capacité, résistance ou design. Les sacs techniques, comme ceux utilisés en alpinisme ou en photographie, intègrent des compartiments renforcés et des matériaux hydrofuges. À l'inverse, les sacs de luxe privilégient l'esthétique et l'identité de marque. L'essor des matériaux recyclés et biodégradables transforme également les tendances du marché, conciliant fonctionnalité et responsabilité écologique. La médecine moderne développe des techniques de délivrance ciblée des médicaments visant à améliorer l'efficacité thérapeutique tout en minimisant les effets secondaires. Parmi ces méthodes figurent les nanoparticules vectorisées, les systèmes transdermiques intelligents et les capsules gastro-résistantes. Ces dispositifs permettent une libération contrôlée de la substance active au niveau cellulaire ou tissulaire précis, par exemple dans le traitement des cancers ou des maladies neurodégénératives. Les nanotechnologies jouent un rôle crucial en facilitant la pénétration cellulaire et en réduisant la toxicité systémique. Ces stratégies représentent un progrès majeur vers une médecine plus personnalisée et plus efficace.